Quelle jolie surprise d'entendre du piano lundi. Alors, notre thème s'il s'agit d'une thématique, oui, un fil conducteur, c'est toujours d'abord comme modèle assez avancé et réformé par ceux qui le suivent. Théorie de travail de rêve de Freud. Donc le problème de seconde élaboration, troisième, si c'est possible, c'est moi qui invente, quatrième et énième puissance. Donc ça ressemble beaucoup à une certaine sorte de surdétermination et une certaine modélisation aussi très proche de celle de Husserl. Conscience intime du temps, donc ce mouvement retentionnel et potentionnel, et dans la difficulté justement de se synthétiser dans le moment voulu, mais synthèse passive se fait toujours déjà d'avance peut-être, et il faut l'expliciter autant qu'on porte l'attention, intentionnalité, oui. Et on aurait dit que en fait, l'homme n'a qu'une tendance, c'était une citation exacte d'Hydro, pour dire qu'il n'y a pas de substance dans son propos. Les philosophes ont beaucoup cherché la substance, mais l'homme n'a qu'une tendance, veut dire on peut suivre le Mamide à partir de Nietzsche qui disait que l'homme est quelque chose qui passe, c'est-à-dire en devenir. Donc une tendance, mais qui n'a rien à voir avec un caractère substantiel. Comme disait Héraclite déjà, un hexis vaut comme destin pour la plupart des hommes. Comme on ne comprend pas véritablement ce qu'on appelle fortuna, destin, don de Dieu, ou bien plan de quoi? En Moyen-Âge, je crois, pardon, oui, dans l'époque médiévale, on parlait d'un plan de nature, ou bien plan, juste en ce qui concerne les intentions impénétrables de Dieu. C'est impénétrable pour nous. On espère que Dieu sait ce qu'il fait. Et nous ne sommes pas une table d'expérience en laboratoire qu'est la Terre. Les terres, c'est-à-dire le cosmos dans son entièreté. Il ne faut pas croire que le reste du cosmos, hormis la globe terrestre, sera un décor pour nous, c'est-à-dire inertie, non. Voilà. Enfin, j'ai avancé cette idée d'une machine en amnésie qui sera capable comme survie, qui dépasse notre espoir de longévité et qui sera capable de comprendre ce que nous avons laissé comme trace en logicité, une grande ligne directrice et ces prolongements possibles virtuels. Et cette machine sera capable de développer comme il s'agissait d'une âme encore vivante, une gemute, dans une interactivité aussi. Donc, ce n'est pas une substance qui se dévoile selon une programmation comme un déplissement des replis de l'âme, mais non, comme s'il s'agissait d'un homme vivant, il sera en activité, donc
elle sera encore en dépendance de la parole, destin de la parole et jouerait jouerait un homme en vie. Voilà une fantaisie de golem de plus, une automate de plus, mais il vaut mieux inventer des bonnes intentions et non pas des machines à calculer. Et il ne s'agit pas d'un calcul, mais une certaine, voilà, il faut s'adresser au jeu. Pourquoi pas au jeu de dames et au jeu d'échiquier. Et le meilleur échiquier, effectivement, comme j'avais avancé un moment, c'était ce qu'on fait en chant. Et ce qui nous fait revenir à ce concept de guerre polémos, malheureusement. Mais j'avais tout de suite transformé cette idée en jeu ludique. Dans mon dernier roman, aux yeux d'autrui, j'avais même osé de dessiner quelques bizarres, primitifs, archaïques, antécédents des non-jeux connus comme basket, par exemple. Voilà, donc l'idée me poursuit depuis longtemps et depuis que j'ai ouvert cette compte de X, non pas transcendantal, mais anciennement, comment ça s'appelle Twitter. Et là, le maître mot, Inspit, écrit ceci. Je n'en ai pas cité, c'est devenu illisible avec le temps. Et on parle d'une certaine ex-voto que je venais de découvrir à l'époque, c'est-à-dire le genre le plus archaïque terrestre, relique d'une personne de sainteté qui valoir comme objet partiel la totalité de sa personnalité ou de sa sainteté, justement. Voilà. À un moment donné, récemment, je me disais que c'est contradictoire, comme je me suis déclaré comme exégète de soi-même. Et c'est vrai que j'ai eu des tentatives de faire des exégètes, mais c'est dans le contexte justement de secondaire et troisième élaboration, c'est-à-dire ça ne se finit pas. Et ça se rejoint à ce que prévoit Hegel de l'esprit. Son seul but, c'est réaliser sa propre liberté. Donc, indépendamment des événements empiriques extérieurs, et se retourner à ses propres opérations, pour l'esprit, c'est l'essentiel, selon Hegel. Donc, dans ce contexte-là de réflexivité interminable, se surdéterminant à chaque instant, justement, non pas dans n'importe quelle minute, mais dans des moments que j'appellerais nodus, comme des points nerveux, comme des relais. Le mot relais a une affinité, bien sûr, avec relève dialectique, Aufhebung. Donc, moi, je ne nie pas dialectique, sauf que je ne le résous pas, comme Hegel, à une finalité glorieuse. Bon, ce qui est important dans le premier signe, laisser garder, parce qu'on a ce pressentiment qu'il gâte quelque chose, même schématiquement, entre guillemets, de savoir absolu, c'est-à-dire en ce qui nous concerne d'une manière la plus intime et qui sera
qui aura même au dépend de nous une longévité qui nous dépasserait, c'est-à-dire, à mon avis, des schèmes. Moi, je parle plutôt de la peinture, mais aussi de la poésie. Et poésie de jeunesse, de ma jeunesse, en l'occurrence, prendre des notes encryptées sur de longs sujets à développer dans des traités pendant des années avec évolution du personnage, en l'occurrence moi, etc. Mes pressentiments se sont vérifiés, comme je suis un vieux homme, j'ai eu cette chance de voir, mais si je n'avais pas fait ce travail sur soi, à travers la trace, soit pictum, soit lettre, je n'ai pas cette chance de le voir. Et comme j'en trouve une certaine logistique dans ce que j'ai fait, en dehors de cette boutade que je me déclare signifié transcendantal, non. C'est une manière de parler pour interpréter ce qu'on appelle signifié transcendantal. Je n'ai même pas une substance, mais j'ai une tendance, justement. Je suis une tendance au sens où en devenir, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, ce n'est pas une disparité, alors qu'on traverse une disparité, mais devant laquelle, dans laquelle on se renferme. Justement, on ferme l'attention. On œuvre, en ce qui me concerne, l'attention flottant uniquement dans ce qui est ludique et dans ce qui est inachevé. Et j'avais déclaré que l'inachèvement, entre guillemets, architectural, pourquoi pas, et à la manière de Wittgenstein, c'est doctrinal. Ça ne se finit pas. Édifice, construction d'édifices, ça ne se finit pas. Dès qu'on a dit édifice, architecture, alors on est dans l'échafaud. Échafaud, c'est-à-dire ce mur de lamentation qui nous reste à partir de la destruction du temple de Salomon. Et tous les tribus, disons, essaient de s'approprier, je parle de Jérusalem, et de manière inconséquente, bien sûr. Donc, ce mur, comme métaphore, et cette brèche ou bien fente m'obsède dans ce dernier temps. C'est un peu chute d'eau, éclairage de gaz de Marcel Duchamp. J'ai vu uniquement des photos à travers photos prises à travers une certaine trou de serrure d'une statue de femme un peu à la manière d'Origine du monde de Gustave. Bonjour, Gustave. Voilà, je suis fatigué, je ne suis pas très tranquille là. Salut, monsieur. Voilà, le mur, donc l'écran qui se transforme en écran, une petite boîte en forme de cercueil, très primitif, et l'origine de tous les instruments de musique en percussion. Et j'avais déclaré à un moment que le corps humain, finalement, peut être considéré comme instrument musical. Et Cézanne disait que le peintre apporte son corps en acte peindre. Et donc,
un virtuose aussi apporte son corps, et moi aussi, en tant que péripatéticien, philosophe, j'apporte mon corps partout où, à vrai dire, j'apporte mon corps à peu près partout où je vais. Mon corps, c'est comme mon ombre me suive. C'est encore Nietzsche. Voilà, mes thèmes principaux, c'est ça. Sans tomber dans la doctrine de schizoïde, du moi, tout est valable, mais ce sont des développements de thématiques dans des diverses régions. Je fais tout le monde et non pas un voyage astral pour voyage, ni un voyage programmé, ni un tourisme. Oui, dans mes débuts, c'est-à-dire que quand j'avais commencé à publier des vidéos, effectivement, c'était pour dénoncer l'état actuel en politique du pays. Et donc, j'étais sensible aux signes et j'étais en voie d'un déchiffrement comme un détective. Eh bien, là, je suis devenu un certain gardien de la cité ou bien un certain accouloton de moi-même. Et j'ai commencé à croire que les anges gardiens me suivent, me protègent et me prévoient, me fait prévoir des voies, des chemins, des indices et ils me réservent des petites surprises avant que je formule des vœux. Ça, c'est une très jolie émotion qu'on appellerait tout simplement heure, c'est-à-dire bonheur. Eh bien, sans oublier, il faut compter les anciennes latins, non pas à manivelle ou à padet, comme les orgues à pédale. Donc il y a une orgue sans pédale, et il y a des orgues latines plus simples, mécaniques, avec une bande en papier, en rouleau, programmé, c'est-à-dire oblitéré, et ce qui donne comme résultat les claviers de piano ou latine se joue sa fonction tout seul. C'est hallucinant, c'est envoûtant, c'est très primitif au niveau d'enregistrement sonore, mais c'est une idée comme une négative d'un film. Au lieu que quelqu'un qui appuie sur le clavier, alors le clavier sa fonction à partir d'une oblitération, il faut penser comme ceci comme non-être ou l'absence ou les grandeurs négatives de Kant, et c'est la fonction de la même façon mais sans âme et d'une manière indéfinie autant que vous en voulez. C'est ça l'automatisme le plus primitif du début du siècle ou 19e plutôt. Alors, il s'agit d'une courte musique de Minutard.
Il faut bien capter ce moment, mémoriser, transcrire dans d'autres domaines. Respiration, marcher. Voilà une morale à chercher en plein jour avec l'antenne dans des latrins sans l'antenne. Quelle serait donc la morale d'une histoire qui procède des mots choisis en syllabes bon consonants que de délier la langue à des chats de latrins? Eh bien, si le Seigneur ne nous assure pas comme la nuit comme le jour, avec ces nouveaux lanternes à graisse de baleine, comment puisse-t-il imaginer donc que nos cols ne s'érigent pas jusqu'au menton en allongeant le cou fermé par deux bandes à part avec des collerettes royales et ces héraldiques figurines d'un castor, d'un loup blanc et d'une fourchette d'Ézéchiel. Il fallait qu'il s'imagine d'abord ce pouvoir des graisses de baleine, ou bien qu'il nous laisse aller au large dans l'océan Atlantique pour en pêcher pour de bonnes nuits, pour que les lanternes s'illuminent dans des latrins pour en faire nos nuits hasardeuses, claires comme son âtre royal, où aucun des courtisans ne se complote plus. Alors, l'antenne, imaginons comme une nouvelle figurine héraldique royale qui remplacerait notre vieux castor et fourchette d'Ézéchiel qui colporte des peurs et des craintes à nos jeunes. Une lanterne vaudrait beaucoup mieux que de lanternes, car avec sa voix comme de l'humain, une lanterne peut éclairer non pas nos yeux mondains, mais il puisse ouvrir nos yeux internes pour qu'ils puissent nous remplir des vertus du jour, de ces arts qui ne se complotent plus dans des latrins. Donc voyez donc le sens de l'histoire. Une lanterne vaut mieux que deux lanternes. Bon, faisons des hypothèses en ce qui concerne en fait ceux qui sont exclus de l'art, n'est-ce pas? Tout le monde ne devient pas artiste, ils travaillent dans leur boulot pécuniaire. Voilà, pécuniaire en latin m'intéresse. Et l'autre mot qui m'a venu comme ça spontanément, latrin,
mot rare qu'on n'utilise jamais dans le monde actuel. Eh bien, le mot latin me fait une association de mots. Lanterne, latin, lanterne, apparemment rien à voir, mais lanterne, lanterne, c'est une lampe de la rue, lanterne, laterna, c'est un instrument musical quasi automatique, et la train, quelque chose vraiment qui est resté dans l'ancien monde, dans la vie urbaine. Les gens, ils se rencontraient souvent, ils passaient beaucoup de temps dans la train. Au sens large, peut-être, ça signifie aussi maison close et à la fois les toilettes publiques, comme les Vespasiens. Là, il faut vraiment, en recherchant, on peut trouver des pistes étonnantes dans le mode de vie des Romains à Rome ou dans les autres villes. Eh bien, l'antenne, c'est peut-être beaucoup plus récente invention, non pas électrique, l'antenne c'est avec encore gaz. C'est le 19e siècle, avant l'électricité, l'antenne. On utilise le mot aujourd'hui, mais au sens métaphorique. Et la terna. La terna, ça existe en turc, mais je me demande si ça se prononce exactement de la même façon en français. Ça a l'air italien. La terna. La terna. Ça devrait être encore une déformation de orgue d'église. Devenu minuscule et mobile. Dès que c'est mobile, donc on peut l'amener à des latrins en passant sous la lumière de lanterne. Voilà comment on commence à devenir artiste ou fou. Et quelle est la différence entre ces jeux de mots qui sont spontanés parfois sans penser et parfois recherchés et en construire une petite histoire, une pièce de théâtre, une situation et puis une scène de peinture ou un ensemble de statues ou une autre évocation. C'est d'abord littéraire. Les mots deviennent des images ou bien des images qui s'ils peuvent devenir un démon, je préfère que tout devienne mot, mais les mots peut-être sont plus limités en tant que mots, mais leurs sens ne sont pas tout à fait limités. Ça aussi une grande différence. Alors, dans la peinture, au sens large, c'est-à-dire y compris la peinture moderne, il y a beaucoup de possibilités, donc on dirait que c'est illimité, et dès qu'on sort d'un figuratif, mais il y a une autre figuration qui commence, qui est sans limite. C'est comme si les mots sont limités dans le dictionnaire, inventer des nouveaux mots, c'est pas permis, mais avec leur combinaison, faire un sens, une évocation inédite, c'est possible. C'est à partir de là que la poésie, au sens large, donc sans classifier dans une époque, est possible. Peut-être est devenu possible, était dès le départ, c'était voué vers ce point de fuite du langage. Oui. Donc, deux choses alors comme conséquence provisoire. D'une part,
avec les arts visuels, essaie de tracer une ligne de fuite concernant tout ce qui est donné comme figure, Gestalt, Bild dans la nature, alors que la nature n'est pas fixe, n'est pas limitée. Ça fonctionne avec limites, bien sûr, mais jeu de limites donne un jeu de figuration presque illimité. La nature prise au sens large perd, selon Kant, tout à fait sa finalité naturelle pour nous faire accéder à une finalité plus haute que la nature. Donc notre intellection, à travers notre imagination élargie. C'est ça, théorie kantienne du beau. Si on retourne donc au deuxième axe de la conséquence, les mots, combinaison de mots inattendus, bien qu'ils sont en apparence conformes à la grammaire ou syntaxe, à peu près, élargit d'une manière insoupçonnée le sens jusqu'au point où cela ne correspond à rien de connu ou déjà vu, déjà rencontré, déjà entendu. Et ça fait un effet parfois comique, parfois ironique, parfois une vitz, une acuité d'intelligence, d'un certain signe de génie qui aura, selon encore Kant, donnerait de nouvelles règles à travers la nature qui est lui-même, à l'art qui n'est pas la nature, à une autre statut. Donc passage à une autre statut. Alors, si l'art a ce sens même pour élargir les limites de l'ontologie, de ce qui est donné comme ontos, comme des choses ontiques, alors si l'art a cette fonction énorme, pourquoi laisser tellement au hasard? Ben oui, Hegel aussi acceptait que ce jeu entre fini et illimité, ou l'infini est très fructueuse, mais peut-être c'est quelque chose, c'est-à-dire accéder à l'infini ou évoquer l'infini à travers un jeu de fini. C'est tout le monde, presque dans le romantisme allemand, était d'accord dans cette définition de l'art, y compris Kant qui, tout en soulignant que l'infini ou bien l'infini ne peut pas représenter, c'est-à-dire ce qui est idéal, mais néanmoins, ce célèbre adverbe, néanmoins, on pourrait en évoquer à travers une certaine présentation l'infini. Donc, quand aussi donner une permission qui résumait dans son concept comme idée esthétique. Il s'agit des idées esthétiques et non pas rationnelles, ajoutait-il. Voilà. Mais comme Hegel trouve que cette tâche est très très haute et qu'on ne peut pas confier seulement aux artistes, voilà ce jugement qui, aux artistes, c'est-à-dire au domaine plastique ou au domaine de jeu sensible, aura dû avoir une fonction ou une domaine de pratique, un support beaucoup plus haute que l'art. C'est pour ça que l'art
doit mourir, non pas par accident, mais pour donner lieu à une instance beaucoup plus haute. Mais laquelle? Ben, bizarrement, une certaine catholicisme guette cette argumentation et bien sûr pour ne pas y rester, parce que si le jeu, simple jeu de l'imagination, disait-il Kant, si selon Hegel, si c'est un simple jeu, une simple occupation de l'esprit, rien moins que conséquent, et qu'il ne peut atteindre que les idées seulement esthétiques, donc enfermées chez Kant encore dans le domaine esthétique. Donc ce domaine est secondarisé par Kant, et Hegel justement objectait cela, parce que c'était une tâche très haute qu'il ne fallait pas faire descendre à un deuxième rang et confier aux mains ou aux bouches, aux oreilles, aux yeux des artistes à 5 sens. Voilà. Alors le mot pourtant aurait pu faire une exception, parce que tout d'abord les philosophes aussi utilisent les mêmes mots, mais en fonction des symboles, allégories et concepts étant différents, donc symbolisme des mots, allégorie avec les mots, c'est autre chose, et concept, devenir concept des mots, c'était autre chose pour Hegel. Donc tout cet effort de hiérarchisation forcément mettait en parenthèse, au moins si ce n'est pas mort, domaine de l'art et d'artistes. Donc leur donner un droit à la parole limite avant qu'ils se crèvent peut-être. Mais les artistes, pourquoi ils se sont sentis de prendre la parole, mais ils n'avaient pas du temps à attendre. C'était une urgence pour eux contre la philosophie, contre la religion, tout ce qu'ils ne peuvent pas réaliser dans leur petite symbolisme, icône, ou bien dans leur simple jeu, cette fois-ci, de concepts qui deviennent une logique squelettique, sans vie, un scolasticisme interminable, un jeu de grammaire sans toucher les affects. C'est ça, les artistes se mobilisaient ou bien se révoltaient dans une urgence sans patience, avec une passion d'agir. Et c'est pas l'art est peut-être plus fatigant physiquement que les autres spéculations, n'est-ce pas? Il faut faire quelque chose, réaliser et sans être sûr des conséquences, si ça sera réussi ou pas. Mais l'artiste devenant mûr peut-être, qu'il considère qu'il a atteint à un niveau d'expression qui sera complètement suffisant pour évoquer l'infini, en plus que évocation,
ce moment, donc ce muet dans l'esprit, en tant qu'un être d'esprit actif, donc une sorte de raison active, esprit actif, au moins. Donc, cette auto-assurance gagnée donnait sûrement une air hautaine à l'artiste, maître. Tellement maître des images, des perspectives, des vues, des prises de vue, des saisies de vues et d'atmosphère et de sens. Concurrence était grande, donc. Et où est la place de l'État, institution? L'Église, voilà. Il s'impose autrement. Justement, l'Église aussi est contre au jeu, autant que la philosophie est contre au jeu. Juridiction, c'est-à-dire faculté de droit, est d'emblée contre au jeu. C'est une question de vie et mort, le jugement dans le droit. Alors, il ne reste que spéculation philosophique qu'on peut côtoyer depuis toujours l'arrêt philosophique. Voilà, peut-être que le plus sérieux concurrent pour la philosophie spéculative, c'était l'art qui est devenu finalement libre, c'est-à-dire organique, donc sans un mandat précis d'une institution déjà corrompue ou figée, par exemple comme l'Église catholique, ou bien un État en crise, c'est-à-dire dans le même des différents seigneurs féodaux qui ne pensent que leur survie ou leur pérennité, leur renommée, et non pas Geist du peuple en mouvement. Et les artistes avaient ce privilège de sortir du sein même du peuple et sans une sélection comme les sportifs, etc. Sauf à l'entrée de l'académie, bien sûr, pour une éducation plus supérieure. Voilà. Mais en dehors de l'académie, l'art est devenu encore plus risqué et peut-être dangereux parce que ça devenait étonnant et frappant dans le choix de leur sujet qui ne reconnaît plus aucun interdit au sens des limites morales ou limites de convenance, limites de respect à la religion ou à tout ce qui est intouchable et tout. L'art sans contrôle était effectivement une question. Et une nouvelle question. L'art moderne donc, c'est-à-dire inédite. Une question inédite, une race, je souligne, une nouvelle génos, une nouvelle génération, une nouvelle sexe, race, une nation dans la nation qui ne s'assimile pas à l'ensemble de la nation, qui est difficilement identifiable dans leur identité, dans leur vouloir dire, dans leur visée, dans leur finalité, qui ne sont pas pris par une fonction précise de l'État, ni par un mandat, sauf commande qu'on peut refuser et aller chez l'autre. Donc, les bourgeois, potentiels acheteurs, en devenant de plus en plus riches, avaient une liberté de choix
c'est-à-dire plus elle a une éventail de goûts plus élargi et diversifié, surtout par leur voyage à l'Orient. Un intérêt de renouveler les ressources d'interprétation de la religion, donc l'effort de la réforme dans le christianisme. Mobiliser tous les esprits et qui leur ouvrait à la fois à la mythologie grecque, à la fois à toutes les mythologies et à toutes les autres religions orientales. Et ça donnait une ère de fantaisie, c'est-à-dire les images qui sont détachées des figures reconnaissables soit dans la nature, soit dans la société, soit dans le palais de souveraineté, ou bien soit dans l'ecclésia, soit dans la hagiographie chrétienne ou biblique. Alors, ce personnage-là s'évoluait. Donc, une concurrence au départ entre les artistes, au départ quelque chose comme non éthique, amoral, paraissait-il, mais comme conséquence ouvrait une sorte de coffre que j'appellerais un coffre de Pandora, et on ne savait pas exactement ce qui va en sortir. En voulant ouvrir le coffre de loi de mosaïque, ils ouvraient ou bien un mauvais coffre, ou bien le même coffre qu'on ne soupçonnait pas qu'il gardait tant de choses orientales, disons. Pour ne pas dire marginal, ça n'a aucun sens. Parce qu'il s'agit de découvrir les sources, ou bien se ressourcer dans la source, bien qu'on soit tourmenté et devenu suspect. Voilà, d'une part l'incroyance, le problème d'incroyance ou au sens général doute, scepticisme, donnait une sorte de regard sceptique qui donnait ses plein droit au jeu, et d'autre part ce scepticisme sceptique, ou bien qui passe par l'œil, par la manière de voir, élargissement de manière de voir, multiplier les perspectives. Déjà, multiplication des artistes, multiplication des styles des artistes, destruction ou dissolution du canon, et dégradation des forces des maîtres, ou bien du rapport du maître et du disciple dans l'art même. Voilà, tout ça montrait que dans la société, une vieille spectre chassé de la cité, dans la République de Platon par exemple, revenait comme revenant. Ce spectre s'appelait tout simplement l'artiste, qui a une position très précaire, comme la définition de son identité était précaire ou non, je dirais, univoque, ou bien il était archi-univoque ou équivoque. Son nom était simplement artiste ou poète, mais il en faisait une philosophie complète, disons. Donc, c'est
c'est dans l'acte de signifier être, au sens d'Aristote, ça c'était une confusion à démêler. Et Platon, comme s'il s'agissait d'une tâche facile de distinguer ce qui est vrai, ce qui est mimétique ou copié, et il les envoyait en congé, mais une fois qu'on se rappelle de cette doctrine métaphysique d'Aristote, univocité, équivocité, alors avec le concept économique, toute image ou tout mot perdait leur valeur d'usage pour intensifier leur force dans la valeur d'échange ou bien dans la valeur de substituabilité qui donnait une cours libre à l'univocité et à l'équivocité. Synonyme n'était plus synonyme, eh bien, simple coïncidence, en apparence ou en sonorité, avait des graves différences radicales qu'on ne remarquait pas immédiatement. C'est-à-dire quelqu'un complètement croyant, disons, un discours religieux d'un seul coup, avec une autre oreille, avec une autre lecture, pour devenir je dirais pas ça, mais une chanson de latin, mais parce qu'on a commencé comme ça avec Michel-Ange. Voilà, aussi obscène qu'une chanson de latin. Voilà, pour faire clore la scène, alors quand la lanterne s'allume, la terre entre dans la scène et toute la train, tous ensemble, commencent à danser en chantant une chanson de latin sous la lanterne et en compagnie de Laterne, qui n'a plus besoin de personne parce qu'il travaille, il fonctionne tout seul. Et ce qui est déjà appris par cœur sur un papier codé de manière quantitative pour en donner lieu à des qualités de sonorité et toujours univoque. Voilà, passage à l'époque de reproductibilité de l'œuvre d'art et sa perte d'aura qui était en vue déjà beaucoup plus avant que Walter Benjamin. Et cette perte d'aura, c'était peut-être salutaire, justement, pour le jeu de l'indépendance ou délivrance des images, des sonorités, des simulacres détachés qui se multipliaient dans la société et qui enrichissaient les imaginations et d'où l'élargissement accéléré, et l'indétermination ou l'élargissement des concepts au sens kantien du terme dans les limites du bon. Mais sublime, effectivement, c'est à couper le souffle parce que dès qu'on le moment est clair de comprendre, peut-être même dans le jeu du beau, on comprendrait qu'un discours aura voulu dire jusqu'à 2 heures tout à fait autre chose que ce qu'on a entendu, mais à partir de 2e heure ou bien 180e minute,
on comprend rétrospectivement que tout était autrement. Et ça peut couper le souffle et ça peut donner une vision intérieure de sublime aussi forte que une conversion, entre guillemets, augustinien. Voilà, parce qu'Augustine parle de sa propre conversion comme une farce, à mon avis, selon ma lecture, une farce de théâtre. C'est une farce, c'est pas un théâtre de boulevard, mais c'est une tragédie à la limite de la farce, dans l'accélération étourdissante d'une farce rapide, aussi rapide qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et démêler les signes prendra peut-être le temps de critique de l'art ou tout un siècle pour déchiffrer, pour répondre à la question qu'est-ce qui est arrivé à l'art exactement. L'art est un peu bizarre, l'art est devenu quelque chose d'autre. Pourquoi il ne se rassemble plus à nous? Pourquoi il ne nous donne pas ce que nous exigeons un peu de repos et d'amusement, divertissement, disaient encore les bourgeois et bourgeoises. Mais l'art ayant l'air de donner un divertissement, de l'attrait, alors il joue tout à fait une autre chanson dans son laternat, sous les différentes lumières des différentes lanternes. Voilà, 3 concepts en jeu. Alors, en général, Dasman, et non pas Dasman de la quotidienneté des hommes réfléchis, renommés, la plupart du temps, ont suivi une stratégie. Je ne sais pas jusqu'à quel moment, jusqu'à quel degré une stratégie réfléchie, ou bien c'est emprunté, c'est-à-dire une manière, une mode, pour ne pas dire la mode, un mode. C'est que entre plusieurs symptômes, on peut énumérer ceci d'abord dans les articles en sciences sociales. Assez récurrent, je suppose à partir des années 60, 70, ce qui reste encore, et non pas seulement dans une, je dis d'abord l'expression, notre civilisation occidentale, ou bien la civilisation occidentale, pour faire un contraste, une différence, mais parfois avec une bienveillance, c'est-à-dire pour rester dans les limites, dans la délimitation du sujet qu'on traite, qu'on essaie d'éclaircir. C'est le mode scientifique, dire que nous allons traiter ce concept ou cette pratique seulement dans les limites et dans le vocabulaire ou dans le influence de zone. Voilà, ça différencie. Influence zone sous l'influence de la culture ou la civilisation encore pire occidentale. Notre c'est comme Nostra Mare. Moi, je ne suis pas occidental. Moi, je ne suis pas de mer Noire non plus, mais en me rappelant à l'instant même de ce pronom fameux, notre, qui a donné le nom antique à notre mer partagée, la mer Noire,
dont le nom paléonyme était Nostra Mare, notre mer. C'est déjà très sympathique parce qu'il accepte d'emblée que la mer Noire n'appartient à personne, ou bien c'est une mer intérieure qu'on partage avec beaucoup d'ethnies, dont le plus dominant, non, rien à voir avec cette mer. D'abord, il faut citer les Russes, et à mon avis, il faut citer aussi, avec une nuance, beaucoup de nuances, les Turcs occidentaux, au sens géographique du terme, cette fois-ci, parce que, à juste titre, parce que les Turcs se sont parsemés dans toute Asie, surtout dans l'Asie centrale, et plutôt ce qu'on appelle peut-être l'Asie occidentale aussi, qui comprend sud-est de l'Asie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, il y en a beaucoup qui seront d'origine de souche turque, donc qui n'ont rien à voir avec la mer Noire, etc. Dans le pronom notre. Parfois on prononce écrit, et parfois ça reste implicite, on dit la culture occidentale. Bon, il y a une malveillance, il y a une bienveillance, il y a un procédé scientifique de délimitation de sujets à traiter, ça se comprend, mais il y a un côté irréfléchi, c'est ça que je veux essayer d'analyser si je peux. C'est difficile, à vrai dire, de faire quoi, non pas avocat de diable, mais en turc, il y a en ottoman plutôt, dans le vocabulaire juridique, on utilise encore, par les spécialistes, il y a un mot qui dit karine, on peut vaguement traduire en langue occidentale comme opinion, mais il faut beaucoup de nuancer, surtout spécifier. C'est-à-dire que karine, vous voyez, c'est une doxa au sens grec, mais c'est pas si vague que doxa grec ou dans le vocabulaire platonicien. Karine, plutôt dans le sens juridique du terme, c'est à l'absence d'une preuve tangible, cogitée, rationalisée, selon son imagination ou selon l'interprétation de certains signes qui lui paraît par un témoin devant le juge. Donc qui interprète librement et loin d'une objectivité et sans montrer, indiquer une preuve, qui conclut, qui arrive à une conclusion, résultat dans son témoignage, dans son acte de témoignage, qui conclut son discours, parce qu'il s'agit d'un discours, justement. Et ce n'est pas un écrit littéraire, c'est autre chose. Il y a encore des stratégies beaucoup plus compliquées dans un écrit, au sens, je dirais, noble du terme. Mais qu'est-ce que c'est? Une noblesse est vilain. Être vilain dans un texte et avoir la capacité ou aptitude d'en jouer en plusieurs registres en même temps, sur plusieurs couches de signification pour les mettre en rapport, ne serait-ce que
un rapport de communication, mais un rapport de contamination continuelle pour en révéler une vérité non dite, même dans le texte, c'est-à-dire littérature ou bien un texte bien réfléchi. Vraiment, j'en écris des textes comme ça, c'est mon but d'exister. C'est-à-dire exister, m'améliorer, m'évaluer dans ce sens-là, depuis quand même que j'ai commencé à gribouiller, brouillonner, écrire. Voilà, mon thème principal aujourd'hui, c'était la main du philosophe, la main, la fonctionnement. Moi, je gagne ma vie avec ma main, non pas avec mon gosier. Mon gosier, je ne sais pas, amplificateur, n'atteint personne. J'ai fait attention qu'il n'y a personne dans ma proximité, donc ma voix ne peut atteindre personne. Et il vaut mieux, c'est ça mon soliloque, au sens et aux dimensions, j'espère, incomptables, c'est-à-dire cristallines et toujours changeant en mouvance, en évolution, soit en évolution aussi. Évolution, évolution. Tout le cas, elle est de géométrie, elle aussi comme science qui est en train de s'évaluer ou se pétrifier, etc. Ce sont mes sujets de discussion de toujours, dans les meilleurs moments, y compris le thème sous lequel on peut placer toutes ces discussions, variation idétique, ne serait-ce que pour rester dans une neutralité phénoménologique, je choisis cette expression dont je ne suis pas husserlien, mais c'est plutôt Merleau-Ponty qui a apporté ou bien qui a défendu, surtout dans le visible et invisible, une œuvre inachevée. Dans ces notes, on comprend diverses régions qu'on n'a pas très bien étudiées par Husserl, pas du tout étudiées, la poésie, l'amour, et pourquoi pas ce que moi, personnellement, j'appelle praxis de manière énigmatique et intellectuelle, toujours à partir d'Aristote, praxis, c'est-à-dire politique, la vie politique ou bien intersubjectivité. Je devrais même faire avec dans le monde. Et ce matin, en me promenant, j'ai fait une distinction. J'essaie de réfléchir le moyen possible de faire une distinction entre le monde et l'être. En disant que le monde, c'est sous mes mains. Voilà, j'ai un accès au monde, je peux entrer et sortir du monde extérieur, les rues, comme disait. Et j'en vois de manière extraordinaire, je répète une 50 fois, monade latinicienne n'a pas de fenêtre ni porte, c'est parce qu'il est dans la rue. C'est un peu comme moi. Mais même quand on est dans la rue, on est une monade, c'est-à-dire intouchable, impénétrable, encore plus impénétrable et intouchable, mais toujours prêt à avoir un accès ou d'être accédé, non pas au sens d'avoir une portable, être disponible et ne pas fermer, et ne pas passer au mode de flying, d'avion, etc. Bon. Donc, monade, intouchabilité, la main, être sous la main et la différence de l'être et du monde, c'est un sujet important.
Voilà, on est peut-être dans le méandre de l'être innommable, mais on connaît à peu près, avec tous ces surprises d'instabilité, ce qu'on appelle le monde. Ayant un homme, une ville, une contrée, une bourgade, une habitude, les gens mesquins ou bien bienveillants, les voisins, les regards, etc. On a une idée. Avant de sortir de chez soi, on sait à peu près avec qui, avec quoi on aura à faire. Donc, on essaie d'avoir d'avoir une certaine réceptivité, être accueillant, prêter l'oreille. Si l'immense assaut, c'est facile à dire, mais je dirais, du capitalisme ne nous heurte pas à tout instant, nous sommes prêts à faire des rencontres, de voir les anciens, connaissances, je ne dis pas amis, même de nom, même une fois on a acheté quelque chose, on a fait une transaction. Voilà, aujourd'hui je me fais. J'ai une petite expérience, entre autres. Aujourd'hui, j'étais très social. Jusqu'au moment où j'entre par la porte de McDonald's pour commander un café. Là, tout à renversé, j'ai eu quand même mal à me retrouver à mon état initial extrêmement riche. Je parle de ce matin uniquement. Eh bien, uniquement quand j'ai eu un accès à une voix de piano, j'ai dit voix, une sonorité de piano, et que j'ai appris, enfin, j'ai senti immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une bande sonore, ni une radio, ni une haut-parleur, mais une véritable présence qui jouait au piano. Eh bien, j'ai prêté l'oreille et tout de suite j'ai commencé un petit enregistrement, mais dans une rue impossible. C'était comme aujourd'hui c'est lundi, c'est momentanément était un peu vide parce que certains commerçants n'avaient pas ouvert le boutique. Bon, piano. Donc c'est une voix quasi transcendantale. Je parle, enfin, j'entends la musique en général, non pas spécifiquement piano, mais une certaine quand même vague ondulation au moment insoupçonné qui vous atteint les oreilles. Donc ça vous calme, ou bien ça vous montre un autre étage, une source d'exister. Et vos préoccupations, vos prédilections, vos variances, en ce qui me concerne, mon travail. Donc, on a eu toujours, j'ai eu tout de suite une affinité et je me suis calmé. Une voix, entre guillemets, m'a dit, comme une voix m'aura dit à cet instant même, que calme-toi, tu as des choses à faire, tu es sous une process, tu es non occupé et tu retournes à tes idées. J'ai glissé quelques rues et j'ai trouvé véritablement un embrasement forêt, mais cette fois-ci, comme on dit en truc, l'air de mer. L'air de mer, c'est comme il n'y a plus de soleil, donc je peux sortir de mon forêt sauvage et c'est parce que pendant toute l'été, j'ai eu
toute la côte, toute la mer. Enfin, 2-3 fois, effectivement, je suis allé au village pour participer de loin au festin. Summer holiday. De ceux qui n'ont pas possibilité moyenne de partir aux vacances, là, dans la ville, effectivement, partout la mer, et les gens en profitaient. Et moi, j'évitais la mer pendant summer holiday, et maintenant, comme c'est presque octobre, aujourd'hui, je suis finalement descendu de mon montagne et je suis dans la plaine. Vous voyez, être dans le monde, être dans la proximité de l'être, à l'écoute de l'être, et être disponible au monde qui est sous notre main, mais nous aussi nous sommes sous la main du monde, de ses impératifs, de ses commandes, de ses interdits, de ses censures, de ses barrières, de ses limites ou de quoi, frontières, des murs blancs, troués, cassés, avec crevasses ou qu'est-ce qu'on peut dire encore pour le mur? Beaucoup de choses. Murailles invisibles. Les murs invisibles qui nous entrent. C'est de cette sorte que nous permettons de parler de monade dans la rue. Même si je me promène toute nue, je serai encore emmuré. Avec quoi? Homme, visière. Au moins, j'aurai une lunette de soleil. Je ne sors jamais sans chapeau ou une casquette. Donc, toute nue, j'aurai quand même des chaussures. Je note en bas de page de ma quête d'aujourd'hui. J'ai changé finalement mes chaussures que je photographie pendant tout l'été. Je passe à une autre saison, donc je suis bien chaussé et je suis changement de saison. je lave mes chaussettes quand même beaucoup plus souvent. Et je brille mes chaussures aussi. Bon. Voilà les petits détails qui donnent quand même des indications sur le personnage. Ah oui, la main. Eh bien, comme je gagne ma vie avec ma main, et non pas avec mon gosier, parce que pour accéder au monde public, il faut que moi, je fais mon travail moi-même. Je n'ai pas de technicien, je n'ai pas de tonmeister, je n'ai pas d'assistant de caméra. Moi, je suis un grand artiste qui fait mon Gesamtkunstwerk, au sens où l'art total... par manque de moyens de faire une langue, une art, de pratiquer un art spécialisé dans son codification, dans son programmation, etc. Moi, je n'ai pas de programme, j'ai de vagues variations idétiques, comme des notations inachevées exquises d'une partition de musique, comme Bach, des fugues, qui sont toujours la même chose, mais avec les variations. Donc je sais déjà ce que je veux faire dans mon art. Mais le problème, j'ai changé quand même du domaine. Je suis redevenu peintre. Et je suis encore plus condamné à mes mains. Et elles souffrent beaucoup. Parce que, encore Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire je prépare mes toiles,
Je travaille mes pigments, enfin je prépare mes préparatifs, c'est-à-dire préparates, pardon, au sens pharmacologique du terme. Je prépare mes préparates, je prépare, etc. Mais qu'est-ce que je disais l'autre jour? Oui, mais je n'ai pas de produit. C'est-à-dire je ne réponds pas à une produit. Bien que ce projet, comme je disais tout à l'heure, qui est devenu sûrement en moi, une hexis, une manière de vie sans laquelle je ne peux respirer ni aspirer, encore moins inspirer. Voilà. La main, c'est-à-dire que la main, c'était une question que j'ai demandé à notre grand peintre d'âgé de plusieurs générations qui est décédé à Abitindino à Paris. Et on était allé chez lui avec Gusine Dino. Il nous avait accueillis, on a fait un grand reportage qui est publié dans une revue, et il s'agissait surtout de ces œuvres concernant la main. Maintenant, dans la place de Maçka à Istanbul, il y a une grande statue de Abitindino qui est composée uniquement des doigts. Donc j'avais posé, l'une de mes questions posées, ça concernait effectivement, est-ce que dans l'avenir de l'homme, on a encore besoin humain ou digital? Tout devient digital, oui, le mot digital veut dire doigt, donc on est encore dans la doigté. On n'en sort pas. On est encore dans la finitude et la main, c'est un organe extraordinaire, bien sûr. Ça répond à plusieurs besoins du cerveau. Elle a des limites. J'ai des crampes à cause de mes médicaments très compliqués. J'ai des crampes dans les jambes aussi, mais c'est encore plus grave dans les deux mains en même temps quand il y a des crampes. C'est-à-dire vous êtes coincé là. Et il y a un petit moment que ça vous quitte. Voilà, nous sommes encore dans l'obligeance de cet organe double main. Je voulais parler de beaucoup de choses, mais effectivement, notre civilisation occidentale, ça, il faut recommencer de ce côté-là. Je vois des utilisations irréfléchies qui, moi, j'ai eu tendance effectivement de caricaturiser ou en faire une emblème quand on dit l'homme occidental, c'est la figure Oedipe, et que je trouvais toujours un double, une ombre, et pour le faire dans une spirale historique ou anhistorique, la figure de Gilgamesh. Voilà, pour l'instant, il faut rester là. Moi, plus on évite de dire de cette expression l'homme occidental, l'homme oriental, effectivement, moi aussi, j'utilise, mais être réfléchi veut dire vraiment une simple guillemets, mettre en guillemets, ne suffira plus. C'est un sujet extraordinaire et je dis en passant que zone sous l'influence de l'homme occidental, de la civilisation occidentale, et il ne s'agit plus des zones, mais le monde entier sous l'influence ou sous le joug, cette fois-ci entre guillemets,
de l'homme occidental, soi-disant, la civilisation, et c'est ça l'énigme qu'il faut travailler, et que je voulais entamer. Et c'est lié peut-être au même encore, et en notre état de finitude et de imitation, ou de, comme disait un vers de Mélisée de Tandai, effectivement c'est très compliqué ce vers, mais c'est une figure de Narcisse qui regarde à son figure dans l'eau, et Narcisse se fane, donc double, se regarder dans l'autrui, se voir dans l'autrui, et rejeter l'autrui pour être différent, et dire que nous, les hommes occidentaux, et vous, etc., c'est une manière assez facile de délimitation de domaine, alors qu'il y a un rapport de Narcisse qui a besoin de son image, mais malheureusement dans l'eau, c'est-à-dire on n'a pas accès à soi-même sauf une image, bien que ce soit ton propre image. Et c'est de plus en plus vrai que l'homme occidental, là où il regarde quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle alter autre, il ne voit que encore lui-même, à cause de lui, parce qu'il a fait ressembler le monde entier à soi-même, à lui-même, à elle-même. Et bien sûr que ni moi, ni lui, je suppose, n'est pas content. Il y a des différences encore entre l'Occident et l'Orient, mais c'est plutôt des côtés haïssables. C'est-à-dire, ce que quelqu'un voulait, je dois refouler ou éviter, échapper dans le contenu de soi-même, il le verrait forcément chez autrui, et il ne serait pas content. C'est encore l'une de ses ressources qu'il aura haï. Ce qui m'arrive plus souvent à moi-même que je suis occidentalisé. Et même si j'étais resté oriental, bonnet, monde, etc., ça arrivait la même chaîne de l'autre côté. Vous voyez, une dissymétrie qui joue comme une symétrie. Au revoir, asymptotique.